3 ans, c'est long. 3 ans, c'est long. Et il s'en est passé des choses. Les vœux sont, à mon sens, un moment important dans la vie publique. Et c'est pour ça que nous avons voulu nous réconcilier avec cette tradition à Florange. Premièrement, vous l'avez vécu dans cette première, à Florange, nous aimons valoriser l'engagement. L'engagement dans toutes ses formes, l'engagement dans toutes ses convictions. Et oui, il nous semblait normal et habituel de revenir sur cette tradition de cette cérémonie des citoyens d'honneur. Mais oui, les vœux sont également un exercice structurant. Les vœux du maire à la population peuvent paraître un moment simplement de prestige, mais c'est surtout un moment de présentation, un moment de rencontre. C'est un moment de rencontre entre la population, et je sais que la population de Florange est présente ce soir en très grand nombre. Et la population de Florange vient à chaque fois qu'on les invite pour venir à la rencontre du maire et des élus. Parce que oui, c'est un moment de rencontre, c'est surtout l'occasion d'interroger les réalisations du passé et de tracer un cap politique pour l'avenir. Alors j'ai eu l'habitude de structurer mes textes à Sciences Po, donc je vais vous faire un discours en 3 parties. Le national, le local et Florange. Alors pour parler au national, 3 ans c'est long. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, oui vas-y si tu veux, la dernière fois que nous nous sommes vus dans cette configuration, nous étions toutes et tous, et je vais regarder les élus, en pleine période électorale, puisque c'était en janvier 2020. À l'époque j'étais tenu à une certaine modération, et je me souviens d'un certain adjoint qui avait lu et relu mon texte pour pas que les mots soient mal interprétés politiquement, parce que on sait que 6 mois avant les élections c'est tendu. Donc oui, on était en pleine période électorale. Et à cette époque, les élections avaient encore une importance, en janvier 2020. Et en mars 2020, nous avons vécu une période charnière et structurante, je pense, du siècle. Non pas à cause du 15 mars, ça je pense que les Français, au final, étaient peu concernés. On l'a vu au moment avec l'abstention. Mais parce qu'en mars 2020, on s'en souvient peut-être presque plus, les écoles fermées. Quelques jours avant le 15 mars, les écoles fermées. Le 17, nous étions confinés. Alors, je ne vais pas vous faire le passé difficile, je vais vous parler plutôt de l'optimisme maintenant. 4 confinements et X dizaines de variants plus tard, je crois qu'il faut le dire, le monde entier est déconfiné. On peut même le dire que les pays les plus autoritaires ont enfin mis fin au confinement. Et je crois, nous pourrons dire maintenant que notre système de santé a finalement tenu. Et je crois qu'il faut s'en satisfaire aujourd'hui. Ça a été douloureux. Il est dans un sacré état, on le voit tous les jours. Quand on peut parler des urgences à Bel-Air, on peut regarder ce qui se passe au niveau national, mais le système n'a pas craqué. Il faut également le dire, la politique publique de vaccination a fonctionné, puisque nous sommes là. Vous êtes toutes et tous présents et la vie a repris. C'est bien que cette politique de vaccination a fonctionné. Et je tiens en ce moment à avoir une pensée. Je crois qu'on doit tous être modestes face à cette pandémie. On doit rendre un hommage maintenant qu'on fait le bilan. Un hommage à ceux qui nous ont quittés tragiquement à cause de cette pandémie. Je crois que tout à chacun, à titre personnel, nous connaissons une demi-douzaine, une dizaine, une quinzaine, parfois plus, de personnes qui ont tragiquement disparu. Florange, en tout cas, en restera toujours marqué. Nous avons tous perdu de grands amis. Florange a perdu de grands bénévoles et de grandes personnalités. Durant cette pandémie, nous avons également redécouvert l'importance de restructurer nos politiques publiques autour d'un enjeu fondamental, la santé. Maintenant que la crise est derrière nous, il s'agit, une fois encore, et avant tout, de dire merci. Alors merci à qui? Il y a beaucoup de monde à remercier. Tout d'abord, les professionnels de santé, les professionnels de l'aide à la personne, le paramédical, les pompiers, les services de secours de la sécurité civile, toutes celles et tous ceux qui ont été l'avant-garde de la société dans cette crise sanitaire inédite depuis plusieurs décennies, voire d'un siècle. Merci à vous toutes et tous pour votre engagement. Allez, l'année 2022 que nous avons clôturée, tout juste, a connu une deuxième rupture dans ce 21e siècle, qui est au final très turbulent. On va se remettre dans le contexte du début d'année. Si on avait eu à faire des vœux en janvier 2022, je vous aurais dit que nous étions dans un âge d'or. Parce qu'en janvier 2022, il y avait une frénésie partout.
un taux de chômage bas, même sur notre territoire, une croissance à plus de 3%, après une croissance de rattrapage à 7%, une frénésie d'investissement, tous les promoteurs immobiliers, toutes les entreprises qui voulaient investir, au national comme au local, tout le monde était dans l'optimisme. Et Vladimir Poutine lance l'invasion de l'Ukraine. Aux succès militaires initiaux s'enchaînent les sanctions, les livraisons d'armes, l'extraordinaire résilience et intelligence des militaires et de la société ukrainienne. La guerre s'enlise, les sanctions tombent, et là, mesdames, messieurs, il y a tout un modèle qui s'est quand même effondré. Alors quand je parle d'un modèle, c'est notre modèle économique. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Car mesdames, messieurs, je crois qu'il faut prendre conscience que la Covid, comme la guerre en Ukraine, nous ont rappelé la fragilité du modèle économique libre-échangiste. Sans stock. Parfaite application du modèle de Ricardo. Ces deux événements nous ont rappelé que la souveraineté, que l'indépendance économique, monétaire, énergétique et militaire ne sont pas des caprices de sociétés frustrées ou recroquevillées sur elles-mêmes. Qu'elles étaient, au contraire, les principes intangibles qui assurent la force et la stabilité à une société. Qu'elles étaient les bases de la démocratie. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces souverainetés que nos sociétés pourraient ne pas être prises en otage dans nos choix souverains. Cette souveraineté peut s'appliquer au niveau de l'Union européenne ou de la France, mais elle doit exister. Ces crises nous ont rappelé que même ceux qui produisent ce qui est essentiel pour nous peuvent un jour devenir nos ennemis géopolitiques. Que la planification de nos productions, de nos consommations, était pour un État régalien fondamental. Que l'énergie, l'eau, les armes, les médicaments ne sont pas des produits de consommation courants, mais des enjeux de souveraineté. Aujourd'hui, avec un peu d'ironie, on peut se dire, mais quelle faillite morale pour un État comme la France de dépendre de la météo pour ne pas connaître de blackout. Et c'est aujourd'hui, je pense, qu'il faut faire un bilan et que nous payons la désastreuse politique idéologique des deux dernières présidences et de leur gouvernement qui ont sacrifié l'indépendance énergétique pour faire plaisir à quelques ONG qui promeuvent l'écologie radicale et qui, en plus, n'en ont jamais assez. Pour clôturer ce discours sur un message optimiste, je tiens à féliciter les Florangeoises et les Florangeois pour leur humanité et leur solidarité avec le peuple ukrainien. À chaque fois que nous avons eu à faire appel à vous, vous étiez présents pour aider les réfugiés de guerre, pour envoyer du matériel humanitaire ou pour simplement montrer votre solidarité morale avec ce peuple ukrainien. Je ne peux pas ne pas parler, évidemment, de l'élection présidentielle quand on parle de politique nationale. L'élection s'est déroulée en sortie de la Covid et juste après le lancement de la guerre en Ukraine. Dans un contexte géopolitique troublé, la campagne n'a jamais vraiment existé. Je pense qu'il faut le dire. Et c'est le cas pour tous les partis. Et le président de la République a su faire ce qu'il savait faire le mieux. Je crois qu'on l'a vu lors du débat d'ailleurs. C'est un technicien hors pair. Il maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts. C'est un homme plein de charisme et plein de talent. Mais par contre, parce qu'il y a toujours un mais, qui assume parfaitement dans tout son être la pire arrogance d'un système et du pouvoir. Les sondeurs nous disaient avant les présidentielles, les Français veulent du président Macron, mais pas de sa politique. Les Français ne se sont pas trompés. Ils ont réélu le président Macron, mais pas les députés macronistes. Pour une 5e République marquée par l'hyper-présidentialisme, depuis le début du quinquennat, c'est une nouveauté que de voir réapparaître le Parlement comme arène politique représentative des tensions du pays. Et je le dis, peut-être, et j'ai un espoir, et le Sénat comme l'Assemblée nationale aujourd'hui vont peut-être permettre à ce gouvernement de se rendre compte que sa politique, qui est souvent pertinente sur le fond, mais brutale et déconnectée, doit s'assagir sur la forme. Alors mesdames, messieurs, le national et l'international inquiètent toujours, et ce depuis plusieurs années. Mais le local nous rassemble, et le local nous rassure. Le jeune homme que j'étais en décembre 2016 n'est plus. Je regarde Alain hier. Grâce à Alain, grâce à la majorité municipale à l'époque, j'ai eu l'opportunité d'administrer la commune de Florange depuis 2016. Et un peu comme Roland à l'époque, j'ai été convaincu d'une chose: notre ville n'est pas morte.
Oui, j'étais un jeune homme qui avait été abreuvé médiatiquement, abreuvé des affaires Gandrange, abreuvé de l'affaire Florange, abreuvé de la noirceur des réactions de l'après-mine, des scandales industriels dans l'Orne ou dans la Fensch. Et mon sentiment était fixe à l'époque. La vallée de la Fensch n'est pas un territoire en déperdition. Arrivent les élections, 2020, 2021, les cantonales. Les électeurs du canton de Famec m'ont fait confiance pour les représenter au conseil départemental. Et j'ai eu l'occasion de comparer les territoires au conseil départemental. Et je me permets de le dire, c'est intéressant parce qu'il y a un adage qui le dit. Quand on se regarde, on a peur. Quand on se compare, on se rassure. Et là, je me suis rendu compte à l'époque, là très récemment, depuis un an, que je me trompais en tant que jeune en 2016. Notre territoire n'est pas un territoire qui lutte contre la déperdition. Je pense qu'au contraire, il faut voir avec un peu de hauteur, notre territoire est le territoire pilote de la Moselle aujourd'hui. Et je pense qu'il faut en prendre conscience, car oui, mesdames, messieurs, depuis 10 ans, oui, nous gagnons des habitants. Oui, nous créons des emplois. Oui, l'industrie sidérurgique se développe. Oui, le co-développement avec le Luxembourg existe. Mais mieux que cela, notre territoire connaît un développement interne, sans le Luxembourg. Les entreprises d'elles-mêmes continuent à investir en France et sur le territoire malgré la concurrence avec le Luxembourg. Oui, nous sommes un territoire, le Nord-Moselle, où nous créons des crèches, des écoles, des périscolaires, des salles de spectacle, nous ouvrons des lieux de culte, nous ouvrons des salles de sport et des infrastructures. Je pense qu'il faut regarder l'actualité dans tout le reste du pays. C'est plutôt le contraire. Il y a beaucoup de territoires où on ferme des écoles, des églises, où on ferme des salles de sport et où on n'investit pas dans les infrastructures. Aujourd'hui, notre territoire dans le Nord-Moselle, nous faisons tout le contraire. Donc oui, mesdames, messieurs, notre territoire se développe et se structure comme la tête de pont du développement économique et démographique de la Moselle. Notre territoire, le Nord-Moselle, est un territoire plein de perspectives. Pour autant que nous, les élus, nous voulions bien assumer cette volonté de développement. Pour autant que nous, les élus, nous acceptions de mettre à niveau nos infrastructures, de mettre à niveau notre urbanisme, de mettre à niveau nos politiques événementielles, pour être à la hauteur du territoire. Et pour réussir cette montée en gamme, on a 3 défis. La gouvernance politique, la mobilité et les friches. Sur la gouvernance politique, depuis 2019, j'ai le même discours. Déjà, alors pas ici, mais à la passerelle, en 2019, je disais la même chose. Oui, notre territoire appartient à l'agglomération thionvilloise. Et déjà avant les élections municipales, j'avais le même discours. Oui, aujourd'hui, Florange appartient à une agglomération thionvilloise. Notre territoire a une histoire. Nos intercommunalités ont une histoire. Le Val de Fensch, c'était le partage de la richesse de la sidérurgie. On s'est partagé entre les villes et les cités ouvrières les bénéfices de la sidérurgie pour avoir un rendu équitable. C'était très politique. Je regarde Michel, forcément. Port-de-France-Thionville, c'était toutes les villes de l'agglomération thionvilloise dont le Val de Fensch ne voulait pas ou qui ne voulait pas être avec le Val de Fensch. Là encore, pour des raisons très politiques. Je crois que notre territoire a mûri aujourd'hui. Et il est temps que notre gouvernance politique ne voit plus les compromissions politiques, mais bien l'intérêt réel de nos populations. Donc oui, aujourd'hui, il est temps que la gouvernance s'adapte à la vie des gens. Et c'est pour ça que quand on parle des questions de santé, quand on parle des questions de développement économique, quand on parle des questions d'enseignement supérieur, quand on parle des questions de mobilité, comment imaginer travailler sur toutes ces questions fondamentales si nous n'avons pas une vue pragmatique du bassin de vie des gens, des Florangeoises et des Florangeois, de tous nos habitants. Oui, nos administrations doivent s'adapter à la vie des gens, pas à nos fantasmes politiques. Et je prends toujours un exemple. Chacun s'y retrouvera ou pas. Le Florangeois lambda, aujourd'hui, il est né à Bel-Air. Il travaille au Luxembourg, mais quand il ne travaille pas au Luxembourg, les statistiques nous disent qu'il travaille dans le Thionvillois. Il va consulter ses médecins spécialistes à Thionville. Il va faire ses courses le samedi au Leclerc de Famec, ou au Géric, ou au Leclerc, à Thionville, Terreville. Il va regarder un film au complexe du Kinépolis. Il va acheter des vêtements au Super Green. Il finit parfois sa soirée aux terrasses de Thionville. Désolé, il y a des contre-exemples qui dépendent des appétences de tout à chacun. Mais dans les grandes masses, on s'y retrouve tous dans ce portrait. On a tous ces habitudes de consommation. On a tous cette façon de fonctionner au quotidien. Et notre
communauté d'agglomération, notre administration doit s'adapter à la vie réelle des gens et pas aux compromissions politiques. Donc vous l'avez compris, pour moi aujourd'hui, la création de cette nouvelle communauté d'agglomération Thionville-Fensch est une nécessité absolue pour réfléchir, stratégiser, donner de la cohérence et de la légitimité politique. Comment exister, une dernière chose, comment exister face à une métropole qui structure, avec François Grosdidier qui est un ami de Florange, qui est un ami à titre personnel, mais qui structure une métropole, qui est une instance administrative importante, et comment exister entre la métropole et le gouvernement luxembourgeois quand on est dans le Nord-Moselle avec tous les enjeux. Aujourd'hui, oui, nous devons structurer notre gouvernance politique. Je fixe un néanmoins ou un mais, car toutes les idées généreuses, à un moment donné, ont des limites. Et je me permets de dire aujourd'hui que j'ai deux angoisses. La première des angoisses, c'est que cette fusion amène, et je pense que si je l'ai moi, cette angoisse, notre population doit l'avoir aujourd'hui. Donc, le risque, c'est de créer, excusez-moi, un machin technocratique. Et oui, j'ai tendance à dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers Florangeois, chers Florangeois, moi j'alerte les deux présidents qui sont à mes côtés, nous ne devons pas créer un machin technocratique avec cette fusion. Nous devons faire en sorte que cette fusion réponde à des enjeux. Nous devons rassurer sur le projet, et surtout nous devons rassurer sur le fait que ce n'est pas l'administration mais bien les politiques et donc les maires qui seront à la manœuvre, quelles que soient leurs opinions politiques. Si cette gouvernance politique fonctionne, effectivement, je serai rassuré et je pense qu'on arrivera à convaincre tout à chacun de la nécessité de ce projet. L'une des compétences principales, mesdames, messieurs, d'une communauté d'agglomération, je vais dire il y en a deux que les gens identifient à peu près. Les ordures ménagères. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui, les ordures ménagères, c'est l'agglo. Surtout depuis l'Atomi. Tout le monde le sait. Il y en a une deuxième, c'est la mobilité. Et je crois que tout à chacun aujourd'hui se pose des questions sur la mobilité. Il y a deux sujets qui concernent la mobilité sur notre territoire. La 31 bis, premièrement. Alors sur la 31 bis, je suis un peu plus embêté pour parler qu'il y a 3 mois. Ce dossier est fondamental pour la vie publique florangeoise. La base fondamentale, quand on parle de la 31 bis, à mon sens, c'est qu'on ne doit pas croire à nos fantasmes. On doit regarder la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est quoi? Les gens prennent la voiture. Moi, je veux bien entendre tous les personnes qui me disent qu'on pourra faire autrement, que les gens prennent la voiture aujourd'hui. Et les Florangeois le savent. Vous toutes et tous dans la salle, vous le savez. Avenue de Lorraine, 14 000 véhicules jour, 2500 camions par jour. Rue de la Centrale, 10 000 véhicules jour, 2000 camions par jour. Rue du Cange, 10 000 véhicules jour. On pourrait dire, même la rue Sainte-Agathe, c'est une rue interquartier qui fait 5,80 m de large, 5200 véhicules jour, 2500 véhicules de transit, d'habitants qui ne vivent, de personnes qui ne vivent pas dans Florange et qui traversent la rue Sainte-Agathe dans cette traversée nord-sud et est-ouest. Parce que oui, Florange est entourée. On a l'Orne, nous avons toute l'agglomération de l'Orne qui est juste avant Florange, nous avons Famec et Ucange, nous avons Mont-de-Lange et Richemont et nous avons Cérémange. Et tous ces habitants qui veulent travailler au Luxembourg nous traversent. Donc oui, effectivement, les gens prennent leur voiture et traversent Florange. Il est donc absolument nécessaire de traiter le problème routier. Parce qu'il y a un problème routier dans Florange et les gens nous le disent à chaque réunion de quartier. Je crois que si je faisais le compte-rendu de chacune des réunions de quartier, on se rendrait compte qu'on mettrait des donuts tous les 100 mètres. Parce que les gens ont une angoisse face à ce flux et ce transit permanent. Donc oui, il y a un problème routier. Oui, l'autoroute A31M10 pourrait être une solution. Pourquoi je dis pourrait être? Parce que pour moi, il y a deux conditions sur ce dossier de la 31M10. Le premier, on l'évoque avec Michel et Pierre depuis 2018. Et je crois qu'on a le même discours au final depuis 2018 dans tous nos écrits. Si la 31M10 doit se faire, elle doit se faire en respectant les populations. On ne peut pas vouloir réaliser pour 20 000 véhicules jour sur la VR52 à Marange-Sylvange une tranchée couverte et réaliser à Florange un tracé avec le même type d'ouvrage alors qu'on est à 70, 80 000 véhicules jour qui sont prévus. Il faut que l'État investisse dans un tunnel profond qui évite les expropriations, qui empêche
les angoisses des populations qui permettent d'éviter les nuisances à toutes les populations de Florange. Ça, c'est le préalable numéro 1. On n'était pas loin. On n'est pas loin si on reste là-dessus. En tout cas, dans le débat public, en tout cas, tel que ça s'entend, on n'est pas loin. Il y a encore un dossier et un tracé qui est inacceptable pour Florange. C'est le F5 tranchée couverte, parce que la tranchée couverte, c'est des expropriations, et la ville de Florange n'acceptera jamais des expropriations. Il y a une deuxième condition qui est un peu apparue, parce que pour nous, c'était une évidence. Pour les Florangeois, il a toujours été question d'avoir une A31 qui était utile au territoire. Et nous avons découvert dans le projet de concertation, nous avons découvert dans le dossier de concertation, monsieur le sous-préfet, je pense que vous le connaissez maintenant, nous avons découvert dans ce document, et lors d'une réunion publique à Florange en plus, que l'État prévoyait de supprimer un des échangeurs existants à Florange. Et que dans le cadre du projet d'autoroute, il ne serait plus possible d'aller sur l'autoroute depuis le bois de l'Étoile. Qu'on pourrait sortir de l'autoroute sur le bois de l'Étoile, mais que nous ne pourrions plus aller ni sur Metz, ni à Luxembourg depuis le bois de l'Étoile. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Et je tiens à le dire, nous ne pouvons pas avoir toutes les nuisances et aucun avantage. Nous ne pouvons pas faire pire avec un projet à 600 millions d'euros sur notre territoire qu'avant le projet. Il faut un minimum respecter les populations. Et effectivement, la simple demande de Florange, c'est que si le tracé de la 31 bis se fait sur Florange, il soit utile au territoire. Donc en tout état de cause, aujourd'hui, mesdames, messieurs, je suis embêté. Parce que vous l'entendez, je suis pour du routier. Je ne suis pas contre l'autoroutier, sous certaines réserves. Mais aujourd'hui, si je dois juger de ce document-là, ben la ville de Florange dit non. Alors, concernant la mobilité, il y a aussi le transport collectif. Et bien sûr, je parle du SMITU. Pour ceux qui ne connaissent pas le SMITU, c'est le gestionnaire du transport public de bus du Thionvillois. Il y a deux sujets. Fonctionnement courant et il y a l'investissement. Fonctionnement courant, j'ose faire un mea culpa, je suis élu, on est tous responsables en tant qu'élus. Je crois aujourd'hui que depuis 5 ans, nous avons dégoûté les gens du transport public de bus. Ouais. Et je crois que les élus, nous en prenons conscience au fur et à mesure des mois, et notamment en ce moment, puisqu'il y a pas mal de polémiques sur le sujet. Mais je pense qu'il faut le dire. Dans ce retour des vœux à la population, moi je fais un mea culpa à la population de Florange. Aujourd'hui, nous avons dégoûté les gens du transport public de bus par nos décisions. Et ça, c'est le fonctionnement courant. Sur l'investissement, nous avons un beau projet. Un projet qui mérite d'exister. C'est le projet du Cité-Zen, pour ceux qui en ont entendu parler. 255 millions d'euros de projets qui ont financé avec l'aide de la Banque européenne d'investissement, qui ont pour ambition de créer un métis sur le territoire du Thionvillois. Je vais le résumer comme ça pour ne pas être trop long. Nous en avons besoin, parce qu'aujourd'hui notre transport de bus est un transport des années 80. Essayons d'avoir un transport public de bus des années 2010. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui de ce projet Cité-Zen à 255 millions d'euros. Donc oui, nous en avons besoin. Mais nous avons un problème fondamental, la gouvernance du syndicat, qui aujourd'hui nous amène à être pris dans une dilution totale permanente des responsabilités. Je vais donner un exemple pour que tous les citoyens s'en rendent compte. Je sais que parmi vous, j'en ai au moins une dizaine qui m'ont déjà demandé, monsieur le maire, mon gamin n'a pas pu prendre le bus était trop plein, on m'a laissé mon gamin sur la route, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est que quand je reçois cette demande, ben, je vais voir l'agglo. L'agglo qui a la compétence mobilité. Et l'agglo a délégué la compétence mobilité au SMITU. Et le SMITU a délégué la compétence à Keolis, donc une entreprise privée. Je ne suis pas contre la délégation de services publics, bien au contraire. C'est un modèle de fonctionnement. Mais au final, Keolis dit « Oui, mais les agglos ne donnent pas les moyens financiers d'agir. » Et donc, au final, plus personne n'est responsable de rien. C'est ça le gouvernance aujourd'hui du transport public de bus du Thionvillois. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de maires à dire stop. Je crois que les présidents d'agglos se sont exprimés également, Michel et Pierre, et je vous en remercie. On a eu une réunion il y a quelques jours qui a bien clarifié les choses, car oui, la seule solution, à mon sens, aujourd'hui, c'est que nous assumions politiquement le transport public de bus.
et que nous en fassions aujourd'hui une priorité politique de l'action des intercommunalités. Et oui, dans la perspective de la fusion, je crois que c'est la seule, ou en tout cas la principale des compétences sur lesquelles nous serons regardés par la population. Car oui, si nous voulons avoir un espoir que l'avenir de la mobilité, ça ne soit pas le routier, ben à un moment donné, il faudra qu'on arrive à faire le travail nécessaire et à mettre les moyens financiers nécessaires et la mobilisation politique qui est nécessaire pour que le transport public de bus fonctionne. Donc nous devons, mesdames, messieurs, mettre de l'ordre. Je crois qu'on est beaucoup à en parler en ce moment, et je pense, et j'espère, que nous arriverons à mettre sous tutelle ce SMITU pour être un peu plus fonctionnel pour nos populations. Le dernier sujet, mesdames, messieurs, on en parlait déjà, puisque en 2018, on avait eu l'annonce que les fameux hauts fourneaux de Florange à Hayange, ben, ils avaient été mis, la mise sous cocon s'était arrêtée. Et à l'époque, je l'avais déjà dit, les hauts fourneaux, ces friches industrielles, même la coquerie, mais toutes nos friches, même la rue d'Alsace, toutes ces friches aujourd'hui sont la plus grande opportunité pour notre territoire que nous ayons depuis 50 ans. Et je crois que les élus doivent le regarder non pas avec une vision de déclin ou de misérabilisme, mais nous devons regarder ces friches pour ce qu'elles sont. Ce sont des fonciers qui deviendront disponibles pour de nouvelles industries, pour un nouveau développement, pour de nouvelles habitations, pour de nouveaux projets. Et les friches d'Hayange sont le cœur de la vallée. Donc oui, aujourd'hui, la mobilisation générale doit être donnée pour faire en sorte que ces friches soient utilisées pour développer notre territoire. Et je le dis, l'enjeu principal actuellement, et je regarde le maire d'Hayange, je regarde Michel, c'est nos discussions quotidiennes avec Serge Jurzac également. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces friches industrielles n'amènent pas globalement à être toutes possédées par un seul spéculateur. Nous ne devons pas laisser à un spéculateur les friches de l'Orne, de Thionville et de la Fetch. Nous devons nous mobiliser et faire en sorte, avec la région, avec l'État, et je tiens à dire à ce niveau-là que Jean Rottner a respecté ses engagements de campagne de 2021, même si certains veulent le démolir aujourd'hui, ça reste un ami de Florange, ça reste un ami de notre territoire, et il a fait en sorte que la région s'intéresse à ce territoire. Je tiens aussi à remercier le préfet qui a pris en main ce dossier des friches industrielles pour entrer dans un rapport de force. Les rapports de force ne sont pas tous malsains, ils sont souvent sains, c'est la base de discussion politique, et oui, il y a un rapport de force pour faire en sorte que la collectivité puisse imposer son projet. C'est en tout cas comme ça que moi je l'anticipe en tant que maire de Florange, car je le répète, l'enjeu c'est la maîtrise de ce foncier. Imaginez-vous, rien que les friches, quand on parle le même langage avec ArcelorMittal, on parle de 150 hectares. 150 hectares. Quand on rajoute tous les fonciers qui appartiennent au groupe et qui étaient des fonciers de protection, qui n'étaient pas dans la direction opérationnelle du groupe, on peut rajouter 50 hectares. Mais on pourrait en rajouter beaucoup plus. C'est 200 hectares en plein milieu de la vallée de la Fetch. Et si on regarde jusqu'à Thionville, cette espèce de banane de friche qui va d'Hayange jusqu'à la gare de Thionville, alors là, on doit être sur des milliers d'hectares, des centaines d'hectares de friches industrielles qui existent, qui sont disponibles et sur lesquelles nous avons à nous mobiliser toutes et tous. Vous voyez que l'enjeu, c'est pas un enjeu communal, que c'est un enjeu intercommunal, que c'est un enjeu de territoire. En tout cas, à Florange, nous avons cette conviction que c'est les pouvoirs publics qui doivent s'imposer. Et je vais entamer petit à petit et glisser vers ma troisième partie sur Florange. Et puisque à Florange, nous avons toujours utilisé le droit de préemption et les outils d'urbanisme pour imposer l'intérêt public plutôt que les intérêts des privés. Alors, je vais, pour être synthétique sur Florange, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On a voulu résumer Florange en 10 images pour 2022 et 10 images pour 2023. Une rétrospective et une prospective. Je vais commencer par un terme, un tableau qui a été montré en conseil municipal. Le PPI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'état prévisionnel de nos dépenses futures en investissement.
C'est un travail de grande qualité effectué, je parle sous le contrôle de monsieur le directeur général et de la directrice des services finances, un magnifique travail qui a été réalisé par les services de la commune d'anticipation budgétaire qui nous permet aujourd'hui d'engager 32 millions d'euros de projets d'investissement sur les 4 prochaines années. 32 millions d'euros de projets d'investissement qui sont financés et nous l'avons prouvé au conseil municipal. Alors, c'est financé comment? Et il me semblait important de parler finances avant de parler des projets. 5 millions d'euros d'endettement qui entre 2022, 2023 et 2024. Sauf que ces 5 millions d'euros d'endettement seront remboursés en 2026. Une épargne capitalisée, alors l'épargne c'est ce qu'on dégage tous les ans. C'est le solde, recettes et dépenses de fonctionnement de la ville. L'épargne capitalisée, 7 millions d'euros. Les subventions qu'on reçoit pour nos projets, 8 400 000 euros. Et des recettes de cession, puisque nous avons une dynamique d'urbanisme, 12 millions d'euros de cession prévisionnelle. Nous en avons déjà engagé 5 millions. Il nous en reste 7 à engager pour l'année 2023. Tout ça nous amène à 32 millions d'euros financés et étalés année après année dans un plan pluriannuel d'investissement qui a été en toute transparence donné au conseil municipal et chaque citoyen l'a eu dans sa boîte aux lettres puisque nous l'avons mis dans le Flomag. Vous avez eu ce détail qui vous a été présenté à tout à chacun. Deuxième image, PLU, un autre sigle, plan local d'urbanisme. L'année 2022 a été marquée dans l'actualité par la mise en place, la fin de la révision du plan local d'urbanisme. Je vais synthétiser parce que c'était un moment important. On vous a mis une projection qui a été réalisée par un partenaire de la ville, l'Atelier des Territoires, qui agrège l'ensemble des projets immobiliers de la ville de Florange, qui sont les projets actuels. Bien évidemment, l'immobilier, c'est un flux courant et permanent. Il y a parfois un propriétaire privé qui ne demande pas son avis à la mairie et qui dépose un permis de construire. Tout cela se rajoute dans le quotidien, même si on discute avec ce promoteur au moment du permis. Mais effectivement, nous avons un flux permanent de projets. Le PLU dit quoi? Nous avons 6200 logements à Florange, actuellement. Nous prévoyons d'en construire 1500 nouveaux d'ici à 10 ans. Voilà l'enjeu du plan local d'urbanisme qui a été validé par le conseil municipal et qui est applicable actuellement. La volonté principale, c'est quoi? C'est structurer un centre-ville. Florange n'a pas de centre-ville. L'enjeu, c'est de structurer un centre-ville autour de l'avenue de Lorraine, autour de la passerelle. Et j'en parlerai tout à l'heure, vous aurez la vue en exclusivité ce soir du parvis futur de la passerelle. Et la création d'une zone mixte d'équipement de la zone Sud-Ébange. 2022, ça a été la création également, pour des raisons d'urbanisme, de la société d'économie mixte Semflo, la société d'aménagement de la ville de Florange, qui est un outil indispensable pour mettre en œuvre cette politique d'aménagement de la ville de Florange. On en parlera tout à l'heure. Le point numéro 3, preuve que la politique d'urbanisme se met en œuvre et que la ville se développe, c'est des logements en construction. Parce que oui, actuellement sur Florange, il y a à peu près 200 logements qui sont en cours de construction. Alors, on peut parler de la rue de Bourgogne, on peut parler de la rue Nationale, on peut parler de la rue des Castors, on peut parler de la rue du Cange. Il y a aujourd'hui à peu près 200 logements qui sont en construction ou qui viennent de se finir, qui viennent d'être livrés par les différents promoteurs. C'est la conséquence immédiate du dynamisme. Parce que oui, je le disais tout à l'heure, nous construisons des logements parce que oui, nous sommes dans cet axe Metz-Luxembourg, dans un axe d'attractivité évident, où oui, nous avons une pression immobilière, on le voit sur les prix de l'immobilier. Je crois, on peut le dire comme ça, après Covid, le prix de l'immobilier à Florange a pris plus de 30%. Je crois que c'est la même chose à Famec. C'est pas partout dans tous les territoires, mais on voit vraiment qu'il y a un mouvement de fond. Il y a un mouvement de fond d'attractivité, parce que oui, oui, il y a des gens qui ont envie d'habiter sur notre territoire, ce qui prouve que notre territoire n'est pas un territoire en déclin. Et je tiens à dire également qu'il y a 500 logements en permis de construire qui viennent d'être signés. Un exemple parmi d'autres, la signature de la résidence intergénérationnelle. La résidence intergénérationnelle, un beau partenariat qui s'est noué avec deux partenaires, un promoteur Blue Immobilier, un bailleur Vivest. Je crois que les deux sont présents dans la salle. Un projet qui s'est concrétisé mi-décembre par la signature d'un conventionnement. La résidence intergénérationnelle, c'est quoi?
c'est 79 logements dédiés aux publics porteurs de handicap lourds qui sont en fauteuil roulant, qui est dédié... On oublie parfois, quand on fait de la politique avec des slogans, que les logements, c'est d'abord la vie des hommes. Que derrière ces logements, il va y avoir des hommes dedans. Et des hommes et des femmes, mais avec un grand H. Que derrière ces logements, eh ben, il va y avoir un parcours de vie. Ben oui, nous avons engagé 79 logements seniors. Oui, nous avons engagé à l'arrière du parvis à l'arrière de la passerelle un projet qui a vocation à répondre aux besoins de la population la plus précaire, la plus fragile, à un âge où à un moment donné, les gens se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire de mon logement? Je me suis battu toute ma vie pour avoir une maison. Et aujourd'hui, ma maison me pèse. Qu'est-ce que je vais en faire ?» Et bien oui, on a ce projet aujourd'hui, immobilier, cette résidence intergénérationnelle, 79 logements, avec un jardin, avec 100 mètres carrés dédiés à l'agrément, et avec un gardien 24 heures sur 24 qui sera présent sur site, avec également une convention qui a été mise de sous-location avec Vivest, qui permet au CCAS de maîtriser la gestion locative. Donc oui, nous allons avoir un beau bâtiment, un beau projet qui est au service de vous, les Florangeoises et les Florangeois, et un beau projet qui sera géré par le CCAS de la ville en gestion locative. C'est une nouvelle compétence pour le CCAS, c'est surtout une grande responsabilité pour la ville de Florange que de pouvoir réaliser ce type de projet. Mais c'est un des exemples les plus beaux de ce qu'une politique d'urbanisme peut également être. Le point numéro 5, c'est le lancement des travaux de la passerelle. Là encore, désolé, je le fais souvent, en public, je vais regarder Alain. Quelle histoire cette affaire de la passerelle. On a réussi. Et on est en train de le faire. C'est le gros dossier du mandat. C'est le gros dossier, le plus gros dossier de Florange, je pense, pour les 10 prochaines années. La mise en place d'un triple investissement, un nouveau centre social, la mise en place d'une salle culturelle de 1500 places assis debout et 1000 places assises, une salle de répétition pour l'école de musique, les chorales et l'association de l'accordéon club. En tout cas, une salle mutualisée dédiée à la musique, une salle d'orchestre mutualisée. C'est un projet à 10 millions d'euros que nous avons engagé. Nous l'avons engagé avec cette première pierre qui s'est faite en février 2022. Un projet à 10 millions d'euros certes, mais avec beaucoup de partenariats. L'État le premier, 1 200 000 euros qui vient de l'État, et je remercie monsieur le sous-préfet. La CAF de la Moselle, 800 000 euros, le département 1 million d'euros, la région 600 000 euros, la communauté d'agglomération sur le fonds de concours, je crois 200 000 euros. Donc oui, nous avons des partenaires et nous ne sommes pas seuls. Et ce projet est financé à 45%. Donc oui, c'est un beau projet, oui, c'est une grosse enveloppe, mais c'est l'occasion pour nous de réinventer tout notre urbanisme. C'est l'occasion de revoir toutes nos infrastructures et de réaménager nos infrastructures. Il y aura deux phases supplémentaires. Une deuxième phase parce qu'une partie du bâtiment n'est pas dans le projet. Donc il y aura une deuxième phase pour compléter la première de 2 millions d'euros pour la couverture énergétique du bâtiment existant qui restera. 2 millions d'euros pour faire toiture, menuiserie, bardage et mettre aux normes énergétiques ce projet. Nous aurons un troisième dossier, c'est le parvis. Parce que nous allons réaménager ce parvis de la passerelle. Sixième image, la démolition du moulin. C'est une image d'anthologie, je pense, pour les Florangeoises et les Florangeois. Je vais prendre un témoin dans la salle. Quand je me suis lancé, et quand en décembre 2016, j'ai eu la lourde responsabilité de la ville de Florange, j'ai dit à ma maman qui est présente ici une chose. Je lui ai dit en rigolant, ici on fait un peu les sketchs, hein. Je lui ai dit, le jour où je démolis le moulin, je pense que je pourrais démissionner ma fonction de maire. Parce que c'était l'incarnation à Florange de ces friches, de ces ruines. C'était à ma mère que je le disais. Il faut le prendre sur le sens de l'humour, mesdames, messieurs, ce soir. Je suis là pour longtemps, vous inquiétez pas. Je le dis aussi à eux. Je l'ai dit pourquoi? Parce que je pense que pour toute la jeunesse florangeoise, pour tous les Florangeoises et les Florangeois, ce quartier d'Aspy incarne cette espèce de déclinisme ambiant qu'on a vécu pendant des années. Une zone tampon où il ne se passe rien pendant des décennies. Un lieu totalement à l'abandon où nous avions l'impression
que le poids du temps ne tombait jamais. Une zone tampon entre Florange et Terreville, où les bancs communaux étaient découpés entre Thionville, Terreville et Florange. Et oui, nous avons pris nos responsabilités. Avec l'accord de Pierre, nous avons acheté un bâtiment sur le banc communal de Thionville. Formidable. Formidable. J'ai eu un permis de construire accepté par Roger Schreiber. Et nous avons démoli et pris en charge cette démolition. Démolition qui fait suite à la mobilisation des deux agglos sur le tunnel. Il faut se rappeler, à l'époque, on avait un tunnel de 120 mètres de long sur l'héritage de toute cette... comment on appelle ça, cette gare de triage des Banches qui avait 14 voies, 12 ou 13 voies à cet endroit-là. Aujourd'hui, il n'y a la place plus que pour 2 voies. Effectivement, ça ouvre des perspectives. C'est un bilan aujourd'hui, puisque nous avons dépensé 200 000 € pour acheter le bâtiment, 50 000 € pour le démolir. Aujourd'hui, cette démolition ouvre 2 perspectives. Une perspective vers le sud, parce que avec l'abandon de la tranchée couverte du tracé F4 de la 31 bis, du viaduc qui devait se faire ici, la rue des Romains ne sera plus démolie par l'État. Donc aujourd'hui, nous anticipons l'avenir de la rue des Romains. Et la démolition du moulin d'Aspy, c'est la voie vers la restructuration de cette route des Romains. Le deuxième sujet, c'est la rue d'Alsace. Une rue qui à une époque avait un présent brillant, qui était devenue, là encore, une rue difficile à assumer pour un élu. Là encore, le poids du temps, une rue en vieille tôle froissée, j'aime bien cette expression, où il ne se passait rien. La ville de Florange, en une année, a préempté 3 fois. Nous avons acheté à 2 propriétaires privés à l'amiable. Nous sommes propriétaires aujourd'hui, je crois, d'1 hectare, 2 hectares sur la rue d'Alsace. Il ne reste plus que 3 propriétaires privés qui ne veulent pas entrer dans une dynamique ni avec l'agglo ni avec la ville. Le PFGE est sur le coup. Et il y a 1 hectare que la SNCF est prêt à vendre à la ville. Solvay appartient à la commune. Donc la perspective 2023, c'est la démolition de Solvay. Nous sommes mis d'accord avec les copropriétaires de la maison juste devant le moulin, qui sont prêts à un partenariat pour qu'on puisse les reloger pour démolir la copropriété. Donc en 2023, nous démolirons Solvay, nous démolirons la copropriété, nous achèterons les terrains à la SNCF et nous engagerons la démolition progressive de cette rue d'Alsace. C'est du Grand Est que je tiens à nommer, qui maintenant a la compétence sur ces projets. Le point 7, ensuite, un peu de proximité quand même, parce que je parle beaucoup de grands projets. Je parle de grands projets, mais un peu de proximité. On a une conviction, je crois que du côté de la majorité municipale et du conseil municipal aussi, c'est que la ville de Florange doit vivre. Vous savez, quand on met du mobilier urbain, il y a 2 façons de l'appréhender. Le mobilier urbain, c'est une nuisance. On va avoir des jeunes qui vont être devant chez nous. Ou alors, on le voit positivement. On met des jeux, on met des city-stades, on met des bancs, et on le voit comme le symbole de la vie. À Florange, on a fait le choix de la vie. Et oui, à Florange, on installe des jeux pour enfants dans les quartiers. Donc oui, à Florange, nous avons engagé en une année 4 jeux pour enfants, 4 surfaces de jeux pour enfants, à côté des gros projets, dans tous les quartiers de la ville. Donc on en a installé rue de l'Argonne, on en a installé aux Étangs, on en a installé au Castor, et à Maisonneuve, dans un quartier qui attendait également qu'on fasse quelque chose pour eux. Aujourd'hui, je crois que c'est fait. C'est pas encore inauguré, mais ça avance. Il ne reste plus que quelques menus travaux de voirie avant de pouvoir les inaugurer. Et nous continuerons à engager cette installation de jeux pour enfants. Le point numéro 8. La 10e compagnie du 40e régionnement de transmission s'est engagée avec la ville de Florange dans un jumelage. Et je crois que la ville de Florange aujourd'hui, et quand on a dû faire notre choix sur les éléments, je vais dire en rigolant, à Florange, on aime bien les uniformes. On a toujours tenu à respecter, à engager, à promouvoir les partenariats des gens qui s'engagent pour nous. Des gens qui se sacrifient pour nous dans leur vie personnelle, dans leur vie, et qui travaillent au quotidien pour nous. C'est le cas pour les sapeurs-pompiers, c'est également le cas pour l'armée, avec laquelle il était important aujourd'hui
de favoriser le lien armée-population. Et en tant que maire, je suis extrêmement fier de le valoriser aujourd'hui, ce jumelage avec le 40e régiment de transmission et la 10e compagnie de ce 40e régiment de transmission. Car bien sûr, ça aura un sens, ça a déjà eu un sens avec la présence du 40e RT dans nos manifestations patriotiques. Et il faut le dire, nos manifestations patriotiques, on en fait à Florange. 12, 13, 14 par an. Mais on ne fait pas que ça. Et le but de ces jumelages, c'est aussi de s'assurer que le lien armée-population se fasse au quotidien entre les habitants de la ville de Florange et vous, du côté du 40e régiment de transmission, et vous, les militaires, réservistes ou du rang du 40e régiment. C'est important, et peut-être, il y a une perspective qui a été dressée avec le colonel Kaufmann, peut-être, pourquoi pas une classe de défense. Peut-être une classe de défense au niveau du collège, peut-être une classe de défense au niveau d'une école primaire. C'est à définir, c'est un projet, c'est un programme. Mais en tout cas, le lien armée-population est majeur et important. Je crois qu'il faut un peu mûrir ce qui s'est passé au niveau international et se rappeler le rôle majeur de notre armée dans notre pays. Le point numéro 9, l'événementiel. Christophe Mahé, à Florange. Je vois dans les réactions du public qu'il y a du monde qui était présent pour Christophe Mahé. Je vais pas chanter, je fais mon sketch mais je chante pas. Après 2 ans de pandémie, la ville de Florange ne pouvait pas rester sur politique culturelle trop longtemps. Après 2 ans de pandémie, 1 an de travaux, et je le dis, budgétairement parlant, sous le contrôle du DGS et de la directrice des finances, après 3 années où on a économisé près d'1 million d'euros, puisque la politique culturelle de la passerelle c'était 1 million d'euros de fonctionnement, à un moment donné il fallait reprendre une vie culturelle, parce que la place de Florange à travers la passerelle, ça a toujours été une place de choix, ça a toujours été d'être présent dans le milieu du Thionvillois, dans le milieu local du Nord-Moselle, dans la programmation culturelle. Et on a essayé de taper fort. Je crois qu'on a réussi. Et ce qui me satisfait dans cette aventure, le spectacle fut particulièrement réussi en cette mi-octobre où on a eu de la chance, où il a fait beau, il a fait un peu chaud, un peu froid en soirée, mais surtout, il y a eu 4500 personnes et il y a eu plus de 2000 Florangeois. Et ça, c'est pour un maire la plus grande satisfaction de voir que les Florangeois s'emparent d'une politique culturelle et qu'on ne fait pas simplement la culture pour le tout thionvillois, qu'on fait aussi pour les Florangeois. Vous étiez présents toutes et tous, je vous remercie. Et bravo encore pour Christophe Mahé et Serge Labelle-Hélène pour ce qu'ils ont fait. La passerelle hors les murs continue dans quelques jours avec le Festival du Rire, vous le savez. C'est la première ce soir, mais ce sera dans quelques jours avec Kev Adams, bien évidemment, vous le savez, dans ce Magic Mirror. Le dernier point événementiel, le marché de Noël. Bétange, les éclats de Noël. Alors là encore, un magnifique projet qui a clôturé une année intense. Et je le dis, je tiens à remercier officiellement la mobilisation des services, des commerçants, des associations, des élus, d'avoir pris tant d'entrain, tant de volonté, tant d'envie pour faire de notre ville, à Bétange, pour faire ce magnifique marché de Noël de Bétange, aussi bien pour le marché, parce qu'il faut se rendre compte que la fierté principale là-dedans, c'est qu'on a eu 40 commerçants et artisans, mais 40 commerçants et artisans locaux. 40 commerçants et artisans labellisés Sofench, labellisés Moselle, 40 commerçants et artisans locaux qui ont cru en notre marché de Noël, qui sont venus, qui ont participé, qui ont fait en sorte que ce marché de Noël ne soit pas simplement un marché de Noël de nourriture, mais bien un véritable marché de Noël en extérieur avec des produits de consommation locale. Je crois que les gens ne se sont pas trompés, la réputation a vite grossi. En termes événementiels, on a fait le choix de cette patinoire qui a très bien fonctionné durant le marché de Noël. Après, ça a été un peu plus compliqué parce que la dynamique était un peu différente, mais qui nous a quand même montré l'envie des gens à un moment donné d'avoir du loisir, d'avoir de l'entrain, d'avoir de la chaleur humaine malgré le froid dans un lieu comme le complexe de Bétange, et surtout ce magnifique feu d'artifice qui a clôturé l'événement dans ce cadre féerique du complexe de Bétange. Je crois qu'on peut le dire, le marché de Noël de Florange a marqué
dans le territoire sa place. Et en tout cas, nous ferons en sorte, encore l'année prochaine, de rester un marché de Noël attractif dans le Grand Thionvillois. Alors voilà pour mes 10 rétrospectives. Il reste maintenant les prospectives. Hein? Voilà, il y a 10 images. Il y a 10 images. Il y a des images. Ces images. Allez, premier tableau. Un tableau. Malgré le contexte, la ville tient son cap financier. Ça fait 8 ans que la ville n'a pas augmenté son taux local d'impôt local. Ça fait 8 ans que la ville n'augmente pas la taxe foncière sur Florange. Année après année, nous tenons le cap. Année après année, nous tenons le cap. Et ce, malgré les aléas du temps. Pourquoi? Je pense qu'il faut savoir le dire. Là encore, parce que si nous savons dépenser, nous savons économiser, nous savons optimiser. Nous avons mis des procédures internes, mais nous l'avons aussi dit en conseil municipal, nous avons fait des efforts monumentaux sur notre organisation. Je vais prendre un exemple. L'organisation municipale est passée de 178 ETP à 160 ETP. Nous avons perdu 18 postes pleins depuis que je suis aux affaires en 2017 et le travail qui avait été engagé au préalable depuis 2014. Nous avons perdu 18 postes pleins. C'est un exemple parmi d'autres des efforts financiers qui font qu'aujourd'hui, nous savons dépenser, mais nous avons encore notre épargne. Et cela nous permet de dire qu'en 2023, nous n'augmenterons pas, encore une fois encore, le taux de taxe foncière pour la ville de Florange. Ça aura peut-être un jour une fin, il faut le savoir, mais pour le moment, en 2023, nous tenons notre cap. Deuxième image. Une image, on l'avait annoncé lors des vœux écrits à la population. Aujourd'hui, c'est officiel et tout le monde le sait. Nous avons, alors c'est pas un mariage, un partenariat à faire. Nous avons un partenariat à faire avec un établissement. Je regarde Monsieur Ritz, Madame Meyer, je sais que Monsieur Schaff est quelque part, il est là, avec la Providence Thionville. Car oui, la Providence Thionville et la ville de Florange travaillent pour contractualiser ensemble. Nous travaillons encore pour prévoir une annexe de la Providence à Florange. Une annexe de la Providence dans la zone sud-Ébange, dont je parlerai juste après. Ce projet d'annexe, ce projet nouveau d'école sous contrat avec l'État, permettra l'ouverture dans un premier temps de 3 classes, de tous les niveaux confondus, en élémentaire et maternelle. En fonction du succès ou du non-succès, l'établissement aura assumé ou pas une dynamique d'extension ou d'extinction du projet. Mais en tout cas, nous lançons une dynamique. Et ce beau projet a connu en 2022 toutes les visites protocolaires qui étaient nécessaires. Sous-préfet, directeur académique, secrétaire général de l'enseignement catholique. Le PLU permettant aujourd'hui la construction de la zone sud-Ébange. La ville et l'établissement pourront, et en clôture en septembre, pour un début de construction fin d'année prochaine, fin de cette année. Point numéro 4, la zone sud-Ébange. C'est pour les Florangeois historiques, la rue, juste derrière la rue du Moulin-Saint-Pierre. L'ensemble des terrains qui, historiquement, administrativement parlant, étaient prévus pour la réalisation d'aménagements industriels. Au départ, l'industrie devait saturer encore Florange. Dans la discussion avec l'Aglo depuis maintenant 4 ans, nous avons convenu que l'Aglo vendait à la ville ces terrains. Vous avez déjà entendu qu'il y a des projets. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, le PLU étant adopté, nous pouvons lancer l'aménagement de cette zone. L'aménagement de cette zone qui sera une zone qui aura vocation à accueillir, entre autres, le nouveau stade de foot, l'école Notre-Dame-la-Providence, un terrain potentiel, pourquoi pas, pour les canins, et pourquoi pas, je vous laisse encore un peu de suspense, de nouveaux services à la population qui sont encore en cours de discussion. La SEMFLO, la Société d'économie mixte de la ville d'aménagement, fera ses armes en aménagement avec cette zone de 18 hectares. Et la priorité numéro 1
sera de créer une voirie entre la rue du Cange et la rue Nationale pour à la fois permettre de créer ce contournement de la rue du Moulin Saint-Pierre et en même temps de viabiliser tous ces terrains. Point numéro 5. Piste d'athlétisme, boulodrome, ateliers municipaux. J'ai résumé les gros projets d'investissement. Gros projets d'investissement, c'est 3 gros dossiers qui sont lancés administrativement. Ils connaîtront des débuts de chantier tout au long de l'année 2023. Et je vais le dire rapidement, la piste d'athlétisme 8 couloirs de niveau national et sa tribune commenceront dans 15 jours. Enfin, la piste commencera dans 15 jours. La première pierre sera organisée au cours du mois de février. Les travaux seront finis de la piste seront finis au mois de juillet. La tribune, elle, prendra 18 mois pour se finir. Le nouveau boulodrome commence fin juin pour une durée de 12 mois. Les ateliers municipaux seront transférés aux anciennes imprimeries Huillier fin avril, début mai. Dernier délai. N'est-ce pas, monsieur le directeur? L'enjeu est grand. Réadapter un bâtiment ancien sans chercher à faire du neuf et rassembler toutes les activités des services techniques de la mairie dans ce nouveau bâtiment. Point numéro 6. Le parvis de la passerelle. Alors pour beaucoup de Florangeois, je l'avais évoqué, on en a parlé, mais vous ne pouvez pas encore vous imaginer à quoi pourra ressembler ce parvis de la passerelle. Et aujourd'hui, nous pouvons vous donner une perspective. Et c'est ce qu'on a voulu ce soir. Vous donner une perspective de ce réaménagement. Ce soir, on peut vous dire que le nouveau visage du parvis cherche à allier prestige d'une place de centre-ville, opérationnalité, avec le maintien d'un espace vert drainant. La ville, dans son projet, triple le nombre de places de parking existants à l'heure actuelle et multiplie les arbres par 3 par rapport à l'existant. À l'extrémité ouest du parvis, le projet immobilier du groupe Nakara est en cours de finalisation avec un dépôt de permis imminent. 60 logements étudiants et jeunes actifs, 35 logements en accession à la propriété qui seront construits à cet endroit et 500 mètres carrés de surface commerciale qui jalonneront le parc avec l'espoir, pourquoi pas, d'y ramener une brasserie, une pizzeria ou un bar qui complétera cette apparence de centre-ville qui manque tant à Florange. Point numéro 7. La maison médicale. Conscient de la désertification croissante des médecins et des professionnels de santé dans la ville, la municipalité a décidé d'investir dans un projet nouveau de maison de santé pluridisciplinaire. C'est 8 professionnels de santé qui s'engagent dans cette dynamique. La réhabilitation de l'ancienne trésorerie rue de Bourgogne est apparue comme la chose la plus pertinente pour installer la nouvelle maison médicale. C'est un projet chiffré à 800 000 € au plan pluriannuel d'investissement. En parallèle, nous avons commencé à développer des dispositifs communaux d'aide à l'installation, aide financière au secrétariat, aide pécuniaire à l'installation de nouvelles professions médicales sur le territoire. Et nous avons maintenant un bras armé, le CCAS, qui est devenu compétent pour gérer toutes les questions de santé sur les territoires de Florange. Je tiens également à annoncer qu'on va avoir une nouvelle institution qui va s'installer sur Florange à partir de 2023. C'est le centre médico-pédopsychologique d'Ayange, aujourd'hui, qui va s'installer sur Florange, rue de Verdun, à l'arrière du CCAS. Point numéro 8. L'immeuble de la résidence Sainte-Agathe. Son petit nom, l'immeuble rose. C'est un sujet lourd pour... c'est toi qui l'as dit. C'est un sujet lourd pour une municipalité. Que fait-on face à des copropriétés dégradées? Les copropriétaires sont libres, en théorie, de gérer et souverains dans leurs décisions. En même temps, nous sommes responsables de la sécurité et de la salubrité publique. Et donc, nous ne pouvons pas tout laisser faire. Et effectivement, depuis 2016, nous avons vu l'incapacité de la copropriété à relever la tête de l'eau à cause des impayés de ses propriétaires sur les charges. La copropriété a plus de 110 000 € d'impayés. Tous les travaux sont suspendus depuis des années, je pense même des décennies. Rien ne bouge depuis dans cette copropriété, malgré, et je tiens à saluer le travail des représentants du conseil syndical qui essayent et font de leur mieux pour essayer de faire bouger les choses. Je salue également l'agglomération et les services de la ville qui, en collaboration, essayent depuis des années d'accompagner
On a essayé le POPAC de la Moselle, on a essayé l'accompagnement, on a convoqué le syndic quasiment tous les mois pour faire un point, rien ne bouge. Donc aujourd'hui, on a décidé de prendre en main le dossier. Et pour cela, pour pas qu'un drame arrive un jour par manque de mobilisation des élus, la ville a demandé à un contrôleur technique de se lancer aujourd'hui dans un contrôle de l'état du bâti. Un contrôle du bâti et du respect des normes réglementaires en vigueur. En fonction du résultat, nous engagerons une procédure de carence auprès du tribunal. En attendant, la ville préempte tous les appartements qui sont mis à la vente, tous les locaux commerciaux qui sont mis à la vente. Nous avons 10 négociations en cours, je parle sous le contrôle de l'adjointe, 10 négociations en cours pour acquérir des logements à l'amiable avec les propriétaires. Si le bâtiment est trop dégradé, en accord avec les bailleurs, la ville s'engagera avec un bailleur dans une opération de démolition du bâtiment pour reconstruction de l'immeuble, pour reconstruction d'un ensemble immobilier. Le foyer Amely, je me permets aussi un mot, le foyer Amely, on en a encore reparlé ce matin avec les responsables d'Amely, c'est un peu lié aussi dans cette organisation. Et dans ce point, je tenais à dire qu'avec les équipes de Bâtigeurs Amely, nous avons convenu d'une démolition progressive du foyer Amely. Ce foyer qui est le plus gros foyer de la Moselle, qui était l'un des plus gros foyers français, va connaître 2024-2025 la démolition d'un premier bâtiment, le bâtiment qui est le plus proche de la rue, puis la deuxième bâtiment, 2027-2028, avec une opération de restructuration urbaine que nous travaillons avec Bâtigeurs Amely. Je finis avec deux perspectives beaucoup moins lourdes. Point 9, la police municipale. Alors, je me permets de dire aujourd'hui et de valoriser que c'est le seul service qui n'a pas connu d'optimisation de poste, monsieur le DGS. C'est un choix assumé d'un plan de recrutement progressif pour doter la ville de Florange en une police qui est capable d'intervenir au quotidien pour que vous, les Florangeoises et les Florangeois, vous ayez des réponses. Parce qu'il n'y a rien de pire pour moi en tant que maire que vous n'ayez personne au bout du fil lorsqu'il y a un problème, même d'incivilité, surtout d'incivilité, sur la voie publique. Et donc oui, aujourd'hui, le but des élus de la ville de Florange, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un effectif constant de 7h à 20h en hiver, de 8h à 22h en été, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Un plan de recrutement qui nous a amené, ils étaient 3 il y a un an, ils vont être 7 bientôt, et je pense qu'à la fin de l'année, nous arriverons à recruter le 8e policier municipal de la ville de Florange. Je finis avec une annonce, mesdames, messieurs. J'ai l'occasion depuis quelques mois de faire un petit tour en Moselle. Et c'est bien de s'inspirer des choses qui fonctionnent. J'ai eu l'occasion d'aller à Forbach et ils font quelque chose de super. Un passeport culturel, associatif et sportif qui s'inspire du pass culture du gouvernement. Et nous avons voulu, avec les élus, vous faire une petite surprise en vous annonçant qu'avec une vocation, avec deux vocations, premièrement, dynamiser notre vie associative, sportive et culturelle, mais deuxièmement, pour faire un appel à la jeunesse, un appel à l'engagement de la jeunesse, nous voulons vous annoncer que nous allons lancer ce passeport culturel, associatif, sportif, ce passeport citoyen d'une certaine manière, qui vous donnera un crédit de 50 € que vous pourrez dépenser avec les associations partenaires de la ville, pour acheter une licence par exemple dans ces associations, mais aussi et pourquoi pas pour aller à la passerelle, pour aller voir des spectacles, et pourquoi pas, monsieur le président de l'Agglo, dépasser et aller voir le musée des mines à Neufchef, et pourquoi pas aller voir à Lucat ce que nous avons, le Golard Plus à Lillevange, et pourquoi pas aller ramener notre jeunesse dans ces lieux en leur donnant 1 ou 2 places par an à travers ce passeport culturel, sportif, associatif. Cette idée est démultipliable une fois qu'on a les bons partenaires qui se mettent autour de la table. En tout cas, ce passeport sera mis en place, je pense, on va fixer une deadline septembre 2023 pour tous les jeunes, j'allais dire de 0 à 18 ans, qui auront le droit de pouvoir consommer ce crédit, ce passeport culturel
dans les associations partenaires de la ville ou dans les lieux ou les institutions qui sont les institutions qui font vivre la culture de la ville. Mesdames l'État, pour obtenir le matériel pour réaliser les cartes d'identité et passeports à Florange. Les travaux de voirie conséquents, la rénovation du tennis, l'aménagement du carrefour de la centrale, la plantation de 7500 arbres supplémentaires. Il y en aura encore des choses à dire en 2023. À l'heure de clôturer mon discours, mesdames, messieurs, il me reste plus que 3 choses à dire. Avec 3 sous-parties. Tout d'abord, et 4 conclusions. merci. Merci à l'ensemble des personnels, à l'ensemble des élus qui ont travaillé sur cet événement des vœux à la population. Vous avez pu voir ce cadre magnifique, ce Magic Mirror. Vous allez voir tout à l'heure la partie conviviale. Il y a une véritable effervescence de la part des personnels et des élus qui ont travaillé pour vous toutes et tous. Bravo à eux, merci à eux pour leur travail.